Donc, bienvenue à ce webinaire sur la mesure et l'activation cookieless. Donc, comment passer à l'action enfin, j'ai envie de dire. Donc, aujourd'hui, ce sera une sorte de table ronde avec donc Agnès Mendy, qui est Head of Acquisition et Digital Analytics chez le groupe Pierre et Vacances Center Parks. Didier Richaudot, du coup, qui est associé en charge de la practice data chez Equancy, qui interviendra du coup sur les différentes solutions alternatives à Google Analytics. Et enfin, et surtout, Bertrand de Lasselle, donc associé en charge de la practice marketing performance, qui sera le chef d'orchestre de ce webinaire. Bertrand, est-ce que vous voulez vous présenter du coup? Oui, Agnès, je te laisse commencer. Ladies first. Voilà. Du coup, bonjour tout le monde. Je suis Agnès, responsable acquisition et ce qu'on appelle Digital Analytics chez nous. Donc, on ne parle pas de Web Analytics, mais de Digital Analytics parce qu'on a tous les points de contact digitaux dans ce périmètre. Donc, Pierre et Vacances, je pense que beaucoup connaissent. On est dans le tourisme depuis des années. On a une activité touristique et une activité immobilière. On a 6 marques. Pierre et Vacances, Center Parks, Sun Parks, Village Nature, Adagio et Maeva. Et puis, dans l'équipe, on gère le périmètre européen. Et on est 24. Donc, voilà. Très rapidement. Didier, tu veux continuer? Donc moi, je suis Didier Richaudot. Bonjour tout le monde. Je suis un des associés d'Equancy en charge des activités data. Et notre mission, c'est de vous aider à collecter, transformer et valoriser cette donnée qui est collectée sur tous les points de contact pour vos enjeux de croissance, de rentabilité, d'efficacité opérationnelle, que ce soit par des leviers, on va dire technologiques, l'usage de la data science ou l'usage des outils de reporting ou analytics. Voilà. Et donc Bertrand de Lasselle, je suis également associé d'Equancy. Moi, j'interviens avec mes équipes sur l'exploitation de cette data au service de la performance marketing, qu'on a élargi historiquement. Au départ, c'était que de la performance digitale, mais aujourd'hui, on utilise toutes les datas disponibles, notamment les datas collectées et travaillées par les équipes de Didier pour en tirer des insights, des recommandations, des améliorations pour améliorer la performance dans son ensemble. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. On avait envie de faire encore un séminaire, encore un nouveau séminaire sur le cookieless, encore un webinaire. Ça fait quand même quelques temps qu'on en parle. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de détailler du concret. Détailler du concret, c'est pour ça qu'on a appelé ça « Comment passer à l'action » en utilisant un annonceur qui est assez en avance avec Agnès, assez en avance sur les solutions de contournement, et en mettant ça aussi dans un contexte plus large qui est celui on va y revenir, de ce qu'on appelle le marketing de confiance. Et en fait, pour nous, Equancy, on a le sentiment que cette période qui s'ouvre est un nouveau paradigme de marketing digital. Et il va falloir, pour les marques, faire très attention à faire les bons choix technologiques et les bons choix stratégiques pour en même temps ne pas perdre, on va dire, 20 ans d'habitude et qui nous ont donné énormément de data à exploiter pour mesurer, pour activer, et en même temps tenir compte d'un contexte sociétal, d'un contexte marketing qui fait qu'on ne peut plus faire n'importe quoi avec la data que l'on collecte. C'est pour ça qu'on voulait commencer par cette partie-là. Donc, commencer par quelques mots sur ce qu'on appelle l'ère du marketing de confiance. Très rapidement, essayer de synthétiser les enjeux du cookieless pour la mesure et l'activation, et enfin parler en détail de quelques solutions qu'on a appelées de contournement. Pour nous, la problématique du cookieless, elle s'inscrit dans une transition plus large vers le marketing de confiance. Voilà, on a passé des décennies au XXe siècle à faire du push marketing. Pour ceux qui le connaissent, ce livre qui a fait grand bruit de Seth Godin, il a déjà 20 ans.
et c'est c'est pas le premier livre qui a parlé de ça, mais c'est un des premiers livres qui a vraiment synthétisé ce changement d'air du push au pull, et cette idée qu'on devait désormais demander la permission aux gens pour leur parler et pour les exposer à des messages publicitaires. De fait, on n'est pas vraiment passé à l'ère du permission marketing, parce qu'on a continué à énormément collecter d'informations et de data sans toujours demander le consentement des gens, sauf depuis quelques années via le RGPD. Mais on va le voir juste après, beaucoup de pression aujourd'hui, beaucoup de mouvements tendent vers ce qu'on appelle maintenant le trust marketing. Et il faut bien avoir en tête ce contexte, non pas pour se dire on doit tout arrêter et ne plus collecter aucune donnée, mais pour se dire, même quand on prend des solutions technologiques qui vont avoir pour effet de contourner les contraintes technologiques, la fin des cookies et autres, il faut bien avoir conscience qu'on rentre quand même dans cette période et les internautes, les prospects, les clients vont acheter nos produits uniquement s'ils ont confiance dans ce que l'on fait avec leurs données. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au niveau mondial. C'est un tout petit peu moins en France, mais au niveau mondial, il y a près de la moitié des utilisateurs qui déclarent utiliser un adblocker. Il y a aujourd'hui 137 sur 194 pays qui ont mis en place ou sont en cours de mise en place d'une régulation data protection. Et donc, on a un mouvement sociétal qui est que les gens sont de moins en moins enclins à se laisser envahir par des publicités, des choses qu'ils n'ont pas choisies. C'est venu de ça, ou ça vient ajouter à ça un mouvement réglementaire. Aujourd'hui, 64% de la dépense des investissements publicitaires et digitaux est captée par les GAFA, et donc des wall gardens, donc des gens qui instaurent ou essayent d'instaurer un climat de confiance en disant votre data, elle sera uniquement chez moi et elle restera chez moi. Mais du coup, il y a un enjeu énorme avec ce push des GAFA pour les marques à elles-mêmes être capables de collecter de la data pour elles-mêmes. Et donc, on en vient au quatrième item de cette transition vers le marketing de confiance, qui est aujourd'hui, d'après une étude de Pricewaterhouse, la confiance dans la protection des données est le premier driver de confiance dans une marque, avant tout le reste. Et donc, il faut faire très attention à tout ce que l'on va faire. C'est tellement vrai que un objet aussi emblématique que l'iPhone, quand il a été lancé, on va dire que le 3G, c'était le vrai lancement de l'iPhone. Vous voyez la pub à gauche, c'était une bonne vieille pub centrée produit qui vous expliquait comment vous avez avoir un appareil, un ordinateur dans votre poche. 6 ans après, l'argument produit numéro 1, c'est que c'est un super appareil photo. Et encore 6 ans après, iPhone 12, l'argument produit numéro 1, privacy. Et donc, on voit bien que c'est un mouvement là qui est très profond. Alors évidemment, Apple n'est pas une organisation non gouvernementale, c'est pas une charity, donc ils font pas ça pour le bien-être du monde. Ils font ça parce que c'est un argument majeur aujourd'hui pour vendre des produits, que de protéger la donnée et de dire à ses utilisateurs qu'on saura quoi faire et les rassurer sur ce qu'on va faire avec la donnée. Donc ça, c'est le contexte. Et donc, maintenant qu'on a dit tout ça, il y a plein de choses que l'on peut faire dans un environnement cookie-less, plein de choses qui sont des solutions de contournement, et il faudra toujours avoir ça en tête. Maintenant, on va rentrer dans les solutions elles-mêmes, les enjeux et les solutions. Il faut bien avoir ça en tête pour se dire, est-ce que ce contournement, cette solution que je veux mettre en place, elle a un impact sur ma marque, elle a un impact sur la confiance que je peux donner à mes utilisateurs. Donc, il y a eu, comme on l'a dit, énormément de littérature sur le cookie-less. Nous, on a choisi 2 sujets, la mesure et l'activation, et on a essayé vraiment de synthétiser, de simplifier le plus possible les enjeux. Donc, on en a, c'est pour ça qu'on a appelé ça une tentative, on en a listé 6, 3 sur la mesure et 3 sur l'activation. Sur la mesure, le premier qui est évident, c'est la diminution du volume de données utilisables. Aujourd'hui, selon les sources, on a de 10 à 50% de pertes de data dans les outils Web Analytics. Et donc, on a une perte de visibilité et de reporting, d'analyse des parcours.
on a une diminution du volume de données disponibles pour l'A/B testing, pour la reco produit. Donc, on a une perte de potentiel pour la personnalisation, une diminution de la capacité de mesure des conversions, l'attribution. Donc, on a une perte d'acuité pour les algorithmes d'optimisation. Pour la partie activation, on perd une capacité de ciblage. Donc, il y a un impact sur le display. On perd des données qui permettent de construire des lookalikes. Donc, il y a un impact sur le retargeting. Et on perd des données sur les campagnes rémunérées à la performance. Donc, il y a un impact global sur les calculs de CPA. Donc, voilà un peu les 6 enjeux que l'on synthétise là. Il y en a sans doute beaucoup plus, mais ça nous paraît être les plus prégnants aujourd'hui, et en tout cas ceux sur lesquels on va maintenant se concentrer en parlant de solutions qui permettent de contourner ces problèmes liés à la disparition des cookies. Premier sujet, dans les solutions de contournement, donc nous on a des sujets de mesure, avec une solution qui est de conserver l'écosystème existant, et donc on perd un peu de données, mais on travaille avec des solutions d'extrapolation. Une solution qui est d'explorer des solutions avec des outils différents. Donc il y a le server-side qui est cookieless, le direct-to-lake qui est consentless, mais pas cookieless. On y reviendra. Il faut bien faire la part des choses entre ce qui permet de se passer des cookies et ce qui permet de se passer des consentements. Et sur la partie activation, les solutions qu'on appelle server-side ad insertion ou server-to-server, qu'on va explorer notamment avec Agnès. En fait, je suis allé trop vite. Donc, Agnès, si on se concentre sur le premier point, comment, chez PVCP, toi, tu as abordé tous ces enjeux? Quels sont les enjeux qui sont les plus importants pour PVCP? Et ensuite, tu peux directement nous parler de contournement 1 des solutions d'extrapolation. Je vais réafficher justement la page des enjeux pour qu'on soit... Ok, donc merci Bertrand. Je vois qu'il y a plusieurs annonceurs au niveau des participants. Donc, je pense qu'on a plus ou moins tous les mêmes enjeux, peu importe l'industrie. Du coup, au niveau de la partie mesure, donc s'assurer d'avoir des données utilisables, je pense que c'est la base de tout, sachant que nous, on cible pas mal nos activations et d'ailleurs la partie reporting sur notre donnée first party. Donc, en soi, on a la chance de ne pas avoir perdu beaucoup de données dans le sens où notre taux de consentement est relativement élevé, en tout cas au-dessus des benches qu'on nous présente aujourd'hui. Donc, en soi, on n'a pas de forte diminution. Donc, aujourd'hui, juste pour donner une indication en termes de chiffres, notre taux de consentement positif est de plus de 90% en moyenne. Donc, quand tu parlais de marketing, de la confiance, pour nous, on est tout à fait dedans. Donc, après, il faut toujours faire attention à ce qu'on mesure, etc., etc. Donc, à voir en termes de bench si on est plus ou moins en ligne avec ce que propose le marché, mais ce n'est pas un sujet chez nous, en tout cas en termes de diminution ou de perte d'informations, parce qu'aujourd'hui, dans tous nos données, dans tous nos reports analytics, on arrive à comparer cette année versus il y a 3 ans, parce qu'on est plus ou moins sur les mêmes chiffres. Donc voilà. Ensuite, pour la partie perso et reco, on est encore une fois hyper centré sur notre donnée first party. Par exemple, la partie recommandation produit, c'est surtout de la reco service pour aller pousser l'upsell. Donc, on a une solution qu'on a développée en interne sur une base Python où on va prendre du déclaratif, ce que les utilisateurs ou les guests, comme on dit chez nous, ont mis au niveau de leur réservation, le nombre de personnes, l'intérêt, etc., etc., ce qui nous permet de faire de la vraie, entre guillemets, perso adaptée à leurs besoins et à leur séjour. Et il y a aussi la partie A/B testing qui est plus
on va dire en amont, enfin les deux d'ailleurs, amont, aval, partout. On teste tout, on teste le parcours, on teste les fonctionnalités, on teste le funnel, on teste énormément de choses. Il y a un partenaire en particulier. Après, je ne sais pas si je peux faire de la pub pour les partenaires, mais bon, un partenaire en particulier. Donc, en soi, cette partie-là, puisqu'on ne perd pas beaucoup de données, on continue à être hyper efficace sur la perso et de la reco. Et la dernière partie, sur la partie mesure, donc la partie algorithmique et l'attribution-contribution, encore une fois, comme on ne perd pas de données, on n'a pas de sujet, on va dire, sur du court terme, mais on y réfléchit parce que dans quelques temps, on risque de perdre la source. Et dans ce cas de figure, on travaille déjà sur du scoring. Donc, on en parlera peut-être un peu après, du scoring de notre donnée first party. Donc, on capitalise énormément, je me suis répété plein de fois, sur la donnée first party. Donc, pour ceux qui sont là, si vous ne l'avez pas nettoyée et qu'elle n'est pas clean, je pense que c'est votre priorité aujourd'hui. Donc, voilà. Et sur la partie activation, pour aller vite, forcément, qui dit perte du cookie tiers, dit qu'on peut moins cibler. Donc, ça risque, et c'est certain que ce sera compliqué pour la partie programmatique. Mais ce qui est bien, c'est que Google avait annoncé qu'il allait le faire, je crois, cette année, mais il a décalé. Donc, tout le monde était en mode c'est la panique à bord. Mais au final, on a plus de temps. Donc, ce qui nous permet de nous organiser et puis de tester les différents inventaires cookieless. Donc, on rentrera peut-être un peu dans le détail tout à l'heure. Sur la partie retargeting, comme je vous ai dit, nous, on travaille sur du scoring. Donc, le retargeting, en tout cas, la base du retargeting est le cookie et le lookalike, et plus sur les utilisateurs ou les prospects et guests, donc nos acheteurs sur la base CRM, quel a été leur parcours précédemment. Et sur cette base, tous ceux qui arrivent et qu'on n'a pas réussi à identifier, est-ce qu'ils ont le même parcours? Et sur cette base, on peut créer une sorte de lookalike et baser nos actions ou activations marketing là-dessus. Donc, voilà. Et puis forcément, si on n'arrive pas à trouver ou à identifier la source, ça aura un impact sur le retour sur investissement de nos activations. Donc, d'où l'attribution et faire en sorte d'allouer, on va dire, les investissements sur le bon canal pour avoir une vue assez précise. Mais je ne suis pas rentrée dans le détail, mais on n'a pas une vision last click chez nous. Donc, forcément, le ROAS est on va dire, relativement lissé parce qu'on va regarder les performances d'un point de vue first. On a un modèle custom, donc qui est un modèle d'attribution spécifique à Pierre et Vacances Center Parcs. Et puis, on a le modèle last click qui va nous donner un ROI sur des canaux last click. Donc, voilà, très brièvement, je suis bavarde, ce qu'on fait chez nous pour c'est très bien. Répondre à ces enjeux. Très bien. Est-ce que sur cette partie solution d'extrapolation, tu peux nous en dire un tout petit peu plus, même si tu as perdu peu de données, comment t'expliques justement que le fort taux de consentement aujourd'hui sur la bannière d'arrivée sur les sites? Nous, on travaille beaucoup avec notre partenaire. Donc, on a travaillé énormément avec eux sur la bannière, donc s'assurer qu'elle était optimale. Du coup, des échanges. Tu as le droit de citer les partenaires. D'accord. On est neutre, nous, avec Concy, donc on a le droit de citer tous les partenaires. D'accord. Donc, on travaille avec Didomi. Donc, on est très, très proche des équipes Didomi, tant sur la partie créa que sur la partie data. Donc, on échange énormément avec eux sur comment faire en sorte que la bannière soit optimale, le bench, comment les bannières sont chez d'autres annonceurs, enfin les best practices, etc., etc. Donc, je pense que tout ça a fait en sorte qu'au final, on a un positive consent rate assez élevé.
on échange encore avec eux sur la qualité de la donnée. Donc, du coup, c'est hyper important dans le sens où la donnée, vous l'utilisez pour prendre des décisions et vous l'utilisez pour justifier auprès de votre top management que les décisions que vous avez prises étaient les bonnes. Donc, si la donnée, elle est limitée ou elle n'est pas bonne, vous l'avez dans l'os, entre guillemets. Donc, du coup, c'est hyper important. Et partant du fait que certains annonceurs perdent de la donnée, vous êtes forcément obligé de trouver des solutions de contournement, mais contournement dans le sens positif du terme, dans le sens où il faut expliquer vos investissements médias et le poids de chaque canal au sein de votre mix média. Donc, nous, on fait pas mal de tests sans rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, par exemple, sur certaines marques, on n'achète plus la marque pure en SIA pour générer du trafic sur le SEO, par exemple. Donc, on voit que le SEO capte une bonne partie du chiffre d'affaires, mais tout ça pour dire que votre mix média est voué à évoluer en fonction des tests que vous allez faire. Donc, il faut savoir comment allouer votre trafic en fonction des canaux. Donc, dans ce cas de figure, nous, on part sur des modèles soit prédictifs ou on va dire mathématiques, mais ça, c'est plus le travail des data scientists chez nous, qui définissent des modèles en termes de, on a une baseline et comment évolue le trafic en fonction des décisions qu'on prend. Donc, ce qui nous permet d'avoir une vision un peu plus précise. La question ne se pose pas, mais ce qui nous permettrait d'avoir une vision un peu plus précise des problématiques qu'on pourrait avoir en termes de ROAS, etc., etc. Donc, du coup, travaillez votre first party parce que c'est la base de tout. Juste pour ajouter à ton point sur les extrapolations, pour l'un de nos clients, on a effectivement fait ça, c'est-à-dire qu'on a eu de la perte, malgré l'optimisation de la bannière, on a eu de la perte de trafic. Et on a effectivement construit une baseline et a réussi à isoler les effets liés aux médias du taux de consentement sur la bannière. Et donc, on a utilisé un système d'extrapolation assez simple pour dire, voilà, on a perdu X% du trafic. Et on reporte chaque semaine dans les reportings de ce client un trafic extrapolé en disant, voilà, toutes choses égales par ailleurs, puisqu'on connaît un peu les impacts de chacune des campagnes et de la saisonnalité, on est capable de dire, le trafic avant c'était 100, maintenant c'est plus que 60, et on réextrapole à 100 en fonction d'un historique. Donc il y a des solutions aujourd'hui pour réextrapoler un trafic, si on parle juste de la mesure d'audience, réextrapoler un trafic si on modélise de manière assez simple ce qui a créé ce trafic dans les années précédentes. Je pense que c'est hyper important. Donc, pour synthétiser, soit vous arrivez à travailler énormément sur le bannière de consentement, vous arrivez à du 80-90% et donc vous n'avez pas besoin d'extrapoler, soit si vous n'y arrivez pas, pour X raison, vous avez beaucoup de pertes, voilà, il faut travailler sur des solutions d'extrapolation en ayant modélisé vos indicateurs digitaux sur un historique et en étant capable justement avec un modèle d'extrapoler les indicateurs digitaux à venir. Alors, sur la mesure, deuxième partie, exploration de solutions alternatives. Le server-side. Alors, un point très important avant de se lancer là-dedans. Le server-side, en termes de tracking, ça vous permet de vous passer de cookies, mais ça ne vous permet pas de vous passer de consentement, en général. Donc, on y reviendra après quand on parlera de ce qu'on appelle le direct-to-lec, mais la CNIL est très précise. Tout le monde m'entend encore ? La CNIL est très précise sur ce sujet. Le fait de demander un consentement à vos visiteurs n'a rien à voir avec la technologie utilisée. Le fait que ce soit avec un cookie ou toute autre chose n'est pas le sujet. Le sujet, c'est si vous collectez de la donnée de visiteurs, il vous faut un consentement, sauf si elle est parfaitement anonyme et non croisée. On y reviendra sur les exemptions possibles. Donc, le tracking server-side, très simplement,
c'est un système qui permet à la data d'être transférée directement du navigateur vers votre serveur avant qu'elle soit transférée ailleurs. Et donc, quand vous ajoutez un serveur entre votre site web et les plateformes de collecte de data, ça permet un meilleur contrôle et une meilleure sécurité. Ça vous donne ce qu'on appelle du first party tracking. Les avantages, les bénéfices, c'est que quand vous avez énormément de tags sur votre site, le server-side, ça améliore la performance du site web, ça permet de réduire la charge du côté client et ça garantit un temps de chargement plus rapide. Ça sécurise la donnée parce qu'elle permet de contrôler les données de A à Z. Elles se transitent vers un autre serveur dont l'éditeur du site web est propriétaire, c'est-à-dire vous-même. Et enfin, ça améliore la qualité des données. Alors là, on a un chiffre un peu différent pour les adblockers, c'est 44% des Français au lieu de 47% au niveau mondial, mais en gros, c'est à peu près pareil. Le server-side, ça vous permet de vous affranchir des adblockers. Et c'est là où on revient quand même au marketing de confiance, c'est qu'il faut faire attention avec ça quand même, c'est que si vous avez installé un adblocker et que vous avez une marque qui, en fait, vous continuez à voir dans toutes vos visites et qu'elle est très très présente, vous allez vous dire, cette marque a réussi à contourner la loi. Puisque moi j'ai installé un adblocker et tous les gens ne sont pas forcément conscients de la technologie qu'il y a derrière. Et je vois quand même des publicités pour cette marque. Donc il faut faire attention à ça dans le monde dans lequel nous entrons. De toute façon, la pression publicitaire d'interruption digitale, il faut quand même y faire attention, même si on a implémenté ça et qu'on a contourné les adblockers. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui d'infrastructures qui sont compatibles avec le server-side. On peut le faire avec GA. GA4, c'est en cours. On peut le faire avec Internet, avec les solutions open source type Matomo. Il y a de toute façon besoin d'un tag manager. Et donc, ce qui nous amène aux limites ou aux inconvénients, c'est plus cher, puisqu'il vous faut des serveurs, il vous faut des ressources cloud dans lesquelles vous allez héberger tout ça. Techniquement, ça vous demande une migration par rapport à ce qu'on a connu depuis longtemps, c'est-à-dire l'analytics client-side. Les outils de tracking, comme ça démarre, ça ne propose pas encore beaucoup de templates de tracking qui simplifieraient cette bascule. Il y a certaines technologies, notamment les Progressive Web Apps, dont le principe est justement de limiter le nombre d'appels serveurs. Donc certains tags, certaines technos ne sont pas compatibles avec le server-side. Et enfin, ça peut rendre plus complexe l'AP testing, parce qu'il faut, en gros, des développeurs front-end, back-end. Donc, c'est un process qui est moins agile que sur celui du client-side. Donc, c'est sans doute la solution à venir. Ça démarre, ça fait quelques temps que ça existe, mais c'est en train de prendre de l'ampleur. Et ça vous permet de vous passer de cookies. Ça ne vous permet pas de passer de consentement si vous voulez collecter de la donnée qui ne soit pas anonyme, si vous voulez continuer à croiser cette donnée avec d'autres données type CRM ou autre. Une solution qui permet de se passer de consentement, mais qui pour l'instant est encore cookie-based, c'est une solution qu'on a développée chez Quansi qui s'appelle le Direct to Lake. À terme, cette solution Direct to Lake, elle pourrait être aussi cookie-less. Pour l'instant, elle est consentless, pas cookie-less. Et donc, Didier, est-ce que tu veux nous parler de cette solution? Oui, alors donc c'est une solution qui a été designée par Equancy au regard des nouvelles contraintes de la CNIL et on va dire dans un contexte où dans les équipes data science chez nous, on est beaucoup amené à utiliser la donnée de Web Analytics pour les modèles de prévision, les moteurs de recommandation. Donc tous ces modèles qui ont été conçus à l'époque où on avait 95% de données captées avec le consentement sont potentiellement challengés par le fait que tout le monde n'a pas la chance d'être TVCP et parfois j'ai plus que 70% ou 60%, voire 50% de consentement. Donc cette solution consiste à collecter la donnée de navigation à partir d'un cookie, mais sans consentement et parce qu'elle respecte les dispositions de la CNIL. Ces dispositions, c'est lesquelles? C'est globalement
je collecte de cette donnée uniquement pour de la mesure, je ne collecte pas de données personnelles et je ne croise pas cette donnée avec toute autre source. Voilà. Donc, pour mettre en œuvre cette solution, on s'est basé sur une technologie du marché open source qui s'appelle Matomo, et on a reproduit ce que font les outils de Web Analytics classiquement. Donc, qu'est-ce que fait un outil de Web Analytics classiquement? Il a un traceur. Ce traceur lui permet de collecter de la donnée. Cette donnée est transmise à un socle où la donnée est stockée, voilà, une grosse base de données ou un data lake. Et puis ensuite, il y a une couche de data vise spécialisée sur les problématiques de performance digitale et de parcours, qui vient s'inscrire au-dessus de cette couche de cette plateforme data. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a utilisé la technologie Matomo pour récupérer la donnée de navigation, et on récupère 100% de la donnée de navigation, mais elle est en revanche totalement anonyme, que cette donnée elle est transmise directement sur les assets data de l'entreprise, et donc ça passe pas par des tiers, on maîtrise totalement ce qui est collecté et personne n'y a accès. Et puis cette donnée vient alimenter vos applications qui utilisent cette donnée de navigation, que ce soit vos modèles de prévision, vos moteurs de recommandation et bien sûr votre reporting sur tout ce qui va être à minima série temporelle ou métrique de conversion sur les différentes étapes du funnel. Et puis aussi mesure média. Donc ça fonctionne comment, hein? Donc, y a le collecteur qui est mis sur le site web du client, et puis grâce aux API, cette donnée revient sur le data lake du client, et ensuite travailler et restructurer pour alimenter les différentes applications, que ce soit souvent du BI, avec les outils de BI que vous avez déjà dans vos entreprises, ou les modèles de data science qui tournent sur ces données. Voilà, c'est disponible aujourd'hui sur AWS et sur Google Cloud Platform. C'est en cours sur la partie Azure. Donc les bénéfices, c'est vous avez une donnée qui est totalement la vôtre et totalement maîtrisée. C'est totalement compliant avec les règles de la RGPD. Et puis cette donnée, elle est à vous et uniquement à vous. Elle passe pas par des tiers. Vous maîtrisez totalement la donnée telle qu'elle est collectée sur vos sites web. Donc ça permet de faire un certain nombre de choses, donc de contourner les problématiques que l'on a, mais pas de tout faire non plus, hein, bien sûr. Donc notamment, ça permet de reconstituer 100% du trafic et donc d'avoir une mesure de performance exhaustive sur la plateforme de vos assets digitaux. En revanche, l'usage que l'on peut en faire d'un point de vue activation, il est très limité. Donc on peut faire de la personnalisation, mais uniquement sur de la donnée collectée dans la même visite. On ne peut pas croiser avec de la donnée CRM. Donc, il y a beaucoup de choses que l'on ne peut pas faire, et puis on ne peut pas l'exploiter en termes de médias, puisque c'est complètement anonyme, donc je ne suis pas capable de dire qui était la personne lors de cette visite-là. L'autre limite, c'est que si vous avez plusieurs assets avec plusieurs noms de domaines, en fait, c'est différents traceurs différents. Donc, vous ne verrez pas les parcours entre les domaines. Voilà, donc ça résout tout un ensemble de problèmes à moindre coût, parce que ça ne coûte pas très cher de mettre en place une solution comme celle-ci, notamment sur la mesure, mais ça ne couvre pas l'ensemble des problématiques soulevées par la fin du coût. Voilà. Donc, ce qu'on voit là avec ce type de solution et ce type de comportement sur la partie mesure, si on synthétise, c'est que on assiste potentiellement à un éclatement des solutions par rapport à l'usage que l'on en fait. C'est-à-dire que si vous avez besoin de reporter de manière assez simple des indicateurs digitaux, vous pouvez extrapoler en modélisant votre historique. Vous pouvez extrapoler assez facilement si vous êtes resté sur des solutions cookies avec client-side, avec une bannière qui vous a enlevé de la donnée. Voilà, vous pouvez utiliser un contournement de modélisation qui permet d'extrapoler le trafic des indicateurs digitaux majeurs. Si vous avez besoin de conserver l'ensemble de vos données à des fins de mesure, de parcours client, d'analyse de vos parcours à des fins, et donc vous n'avez pas forcément besoin de l'ensemble de votre trafic, mais d'un échantillon suffisamment représentatif,
vous pouvez passer au server-side et vous continuez à utiliser un outil d'analytics qui va vous permettre, s'il n'est pas exhaustif, au moins de continuer à faire toutes les analyses, on va dire, web-centriques que vous faites aujourd'hui, sans parler de solutions, on va dire, du X-Analytics type Content Square, hein, qui, de ce que j'ai lu, mais je n'ai pas exploré ça tout en détail, se lance dans le cookieless et vous permettre d'aborder cette autre partie du Web Analytics. En revanche, si votre usage, c'est effectivement de la donnée analytics, c'est un usage data science, et donc c'est la donnée, on va dire, originelle, la donnée brute dont vous avez besoin, la solution Direct to Lake vous permet de continuer à la capter. Ce ne sera pas des usages de reporting et de mesures digitales ou de parcours. En revanche, ça permet d'utiliser cette data, comme l'expliquait très bien Didier, pour l'ensemble de ce pourquoi elle est utilisée aujourd'hui dans la data science, que ce soit de la modélisation, que ce soit des scoring, que ce soit des scores d'appétence, etc. Sur la partie activation, aujourd'hui, ce qu'on entend énormément de la part de tous les acteurs, c'est de passer au server-side, server-to-server, enfin, il a plusieurs noms. Et donc là, Agnès, on a besoin que tu nous expliques. Là, il y a un tout petit schéma, le plus simple possible. On a besoin que tu nous expliques en quoi ça consiste, quels sont les bénéfices d'une architecture comme ça en activation, quelles explorations tu as déjà faites, et quels sont les premiers enseignements qu'on retire chez PVCP de ces solutions. Ok, merci. Techniquement parlant, bon, tu as donné beaucoup de détails, mais en soi, passer par le serveur-to-serveur a beaucoup d'avantages, enfin, est censé avoir beaucoup d'avantages. Déjà, toute la partie WebPerf, comme tu l'as expliqué, parce que nous, on a des comités WebPerf, parce qu'on a des gros sujets RSE. Donc, comment faire en sorte de limiter le poids des tags, et Dieu sait qu'on en a beaucoup parce qu'on active beaucoup. Comment limiter le poids des tags au niveau des sites. Donc, on a fait un test et je rentrerai ensuite dans le détail, mais techniquement parlant, le serveur-to-serveur permet, comme tu l'as dit, de transférer de la donnée directement via un serveur sans passer par le navigateur. Donc, la promesse du serveur-to-serveur est que le partenaire peut collecter un maximum de données sans avoir les contraintes, on va dire, sur la partie adblock, etc., etc. Donc, la donnée est censée être plus précise que ce qu'on collecte via un pixel, sachant que c'est quand même soumis au consentement. Donc, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, en soi, voici la promesse. Donc, la problématique est que, comme tu l'as dit, Bertrand, c'est assez impactant d'un point de vue ressources et d'un point de vue, enfin, quand je dis ressources humaines et financières. Donc, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Et le marché est en mode exploratoire, on va dire. Donc, en soi, on n'a pas un partenaire qui a le même setup qu'un autre. Donc, il faut du temps. Et comme diraient les Américains, le temps, c'est de l'argent. Donc, on y réfléchit un peu avant de se dire, on se lance là-dedans. Donc, en soi, on a pris le parti de commencer par Facebook pour tester leur solution qu'ils appellent CAPI. Donc, une solution directe API, en gros, qui est, on installe via AWS. Enfin, on a choisi AWS pour récupérer la donnée via nos serveurs chez AWS. Donc, aujourd'hui, on est en phase, on va dire, de test, sachant que pour l'instant, on n'a pas assez de recul, mais on n'a pas forcément plus de données via le serveur que ce qu'on récupère via le pixel. Donc, une fois, on est en phase exploratoire, donc il y a eu quelques petits bugs en cours d'implémentation.
Donc, à voir comment ça se passera sur le long terme. Dans le chat, il y a des sondages. Donc, si vous êtes en full serveur to serveur, j'aimerais bien le savoir, comme ça on en discute, parce que l'affiliation sollicite pour implémenter, mais comme on n'a pas les mêmes partenaires et ils n'ont pas les mêmes setups, donc on y va à reculons. Mais pour l'instant, on va dire, on n'a pas de sujet chez nous. On prépare le terrain et on le fait à tâtons. Donc, on sera probablement sur un mode hybride. On aura du serveur to serveur pour certains partenaires et qui sont très structurants, on va dire, type du Google Analytics, type du Facebook ou autre. Et pour les outils, entre guillemets, on continuera peut-être via un GTM classique et passer par le navigateur. Est-ce que tu penses que du coup, la transition sera faite d'ici fin 2023 ? Ah oui, parce que techniquement parlant, on va dire, GTM existe côté serveur, donc on peut installer un GTM côté serveur et avoir la flexibilité, enfin, entre guillemets, parce qu'après, il faut avoir des compétences autres, mais on peut avoir la flexibilité qu'on a via un GTM qu'on installe côté client. Du coup, je pense que d'ici 2023, on sera 100% prêt. Mais ce qu'on voulait, c'était plus avoir une norme côté partenaire et qu'on finisse la phase exploratoire et qu'on se dise voici les guidelines, on va dire, relativement qui correspondent à les 70-80% des partenaires. Pour ne pas perdre du temps à tester, à voir comment ça fonctionne, etc., etc. On laisse les autres essuyer les plâtres et une fois que les partenaires sont prêts, on lance le truc. D'accord. Mais oui, d'ici 2023, on sera prêt. On est déjà en train de parler. Ta recommandation, ce serait de commencer à explorer les choses maintenant et justement ne pas attendre juillet 2023, espérant que tout ça soit faisable en 6 mois, quoi. Oui, exactement. Après, c'est comme les sujets cookieless dans leur globalité, on a un peu de temps et l'industrie est en train de se préparer. Mais oui, il faut commencer parce que les contraintes qu'un annonceur a ne sont pas forcément les mêmes d'un point de vue architecture, d'un point de vue plein de choses. Donc oui, il faut poser des jalons dès maintenant pour être prêt d'ici 2023. Après, il faut voir aussi quel est l'impact business et quel est l'effort que chacun est prêt à mettre dans les différents sujets. Donc, si on ne fait pas beaucoup de programmatique, est-ce qu'on a des gros sujets sur... Il n'y a pas que la programmatique, mais est-ce qu'on a des gros sujets cookieless ou pas? Donc, il faut vraiment voir par rapport à sa stratégie média ou globale et mettre les actions en face en fonction du retour sur un investissement, parce que c'est la base de tout. Ok. Merci. Merci Agnès. Merci Didier. Si on devait conclure, enfin, on espère qu'on vous a... Déjà, on va ouvrir aux questions, mais on espère qu'on vous a dressé un panorama assez concret du contexte dans lequel on pense que tout ça est en train de se jouer, qui n'est pas uniquement un contexte technique et un contexte de GAFA qui veulent récupérer la donnée pour eux, mais qui est aussi un contexte marketing et sociétal. On espère qu'on a été clair dans notre présentation des solutions possibles, des solutions de contournement. Ce qui nous paraît assez évident, et on le voit chez beaucoup de nos clients, c'est que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut commencer à s'en occuper parce que voilà, ça prend forcément du temps de migrer d'un environnement qu'on a connu depuis 15 ou 20 ans à quelque chose de nouveau d'un point de vue technique, d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue marketing. Alors, il nous reste un petit quart d'heure et on est prêt à répondre à toutes vos questions. Par le chat, je ne sais pas comment, Charlotte, si on répond, si les gens posent des questions par le chat ou en prenant la parole. On n'est pas très nombreux aujourd'hui, donc on peut prendre les questions à voix haute si vous le souhaitez. Il suffit de l'indiquer dans le chat et je vous inviterai à participer.
Donc, en attendant la première question, si je peux juste conclure aussi, il n'y a pas le feu au lac, parce que l'année dernière, on était en mode c'est la catastrophe, on va perdre le cookie, etc., etc. Donc, pour l'instant, il n'y a pas le feu au lac, mais si on se prépare bien, enfin, on va dire le nerf de la guerre est la préparation de toute manière. Après l'argent ou avant l'argent, je ne sais pas, mais dans tous les cas, l'argent est le nerf de la guerre et la préparation l'est également. Donc, du coup, nous, on se prépare chez Pierre et Vacances Center Parks pour au moins savoir quelles sont nos limites et comment les résoudre et échanger énormément avec les partenaires parce que c'est vrai qu'on parle de serveur to serveur, mais quand on y pense, on se met plus dans un mode second party plutôt que third party. Donc, du coup, on va avoir un partenariat, je pense, beaucoup plus développé avec nos différents éditeurs parce qu'ils vont aller chercher la donnée directement chez nous. Donc, ils deviennent vraiment des partenaires second et non pas third. Donc, je pense que ça change un peu le mindset et la manière dont on va travailler avec les différents éditeurs, que ce soit GAFA ou pas GAFA. Et peut-être que ça va développer nos relations avec les pas GAFA, justement. Donc, voilà ma conclusion. Charlotte, si tu parles, tu es en mute. Effectivement, je viens de le voir. Du coup, merci Agnès. Il y a une question qui est passée, enfin, on n'a pas eu de retour du coup. Est-ce que le secteur du tourisme a un taux de consentement supérieur aux autres secteurs? Tu le sais ou pas? De tout, toi, Agnès? Non, on a, parce que j'ai pingé notre contact de Didomi, mais apparemment, elle n'était pas connectée. Non, on a un taux moyen. C'est vrai que je n'ai pas demandé pour les autres secteurs d'activité. Donc, peut-être que parmi les participants, ce que j'ai vu, il y a du retail. Ils pourront peut-être indiquer s'ils ont un taux moyen, enfin, si les informations qu'ils ont sont différentes. Mais on parle de 70%. Donc, après, 70%, comme vous le savez, la donnée, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Ça dépend des informations qu'on met là-dedans. Nous, toute la partie bounce ne nous intéresse pas puisque c'est du trafic peu qualifié. Donc, les gens qui arrivent et qui partent, enfin, je mets des guillemets, des grosses guillemets sur le trafic qualifié, mais parce qu'on regarde le trafic qualifié. Donc, du coup, avoir sur le retail, c'est moins. C'est vrai que peut-être qu'on a plus de facilité à donner son consentement d'une à une marque qu'on connaît et puis deux pour partir en vacances. Ok. Merci du coup pour cette précision. Du coup, je pense qu'on peut conclure le webinaire sur cette question. Si jamais les personnes qui regardent en replay ce webinaire ont des questions, qu'ils n'hésitent pas du coup à nous les envoyer sur l'adresse communication@equancy.com. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Merci Agnès. Merci à vous. Merci à tous. Merci.